Salut à tous, c'est Tristan et j'espère que vous êtes prêts à plonger sous les likes dans cet épisode. Notre invité est Charles Marginier, ce n'est pas un influenceur au sens traditionnel du terme, mais il maîtrise les rouages du monde numérique. Moi, ce que j'avais envie de construire, c'était une start-up dans l'intelligence artificielle. J'avais envie d'écrire une histoire qui soit plus intéressante et plus passionnante. Il va nous partager ses secrets pour créer une communauté florissante et réussir dans le business en ligne. Une des qualités primordiales pour réussir, faire preuve de pragmatisme, d'être objectif et très rationnel. Tu ne peux pas réussir en te reposant sur des croyances. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de développer une communauté. Et pourtant, dès qu'il y a une nouvelle idée, dès qu'il y a un nouveau truc, j'ai le palpitant qui me prend et je suis obligé de le faire. Ah au fait, cette vidéo est sponsorisée par l'agence Startitup. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sous les likes. Aujourd'hui, on a comme invité Charles Marginier, qui est un pionnier de l'intelligence artificielle, du business en ligne et un véritable entrepreneur. Du coup, merci Charles d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Le podcast va se diviser en 3 chroniques. Donc au début, on va commencer à discuter de plusieurs sujets que je vais présenter tout à l'heure. Une petite partie de 60 secondes de réponse par oui ou par non. Et pour finir, un petit débat sur un sujet qui va tourner au hasard sur une roue et que du coup, tu pourras débattre un petit peu, donner tes points de vue, etc. Pour commencer, donc, cette discussion, ça va être en 4 parties. Donc au début, on va apprendre à te connaître, donc tout ton parcours. On va remonter un peu le temps sur ce que tu as fait, ce que tu as créé, comment tu t'es lancé. Ensuite, on va un peu parler de leadership, ta vision de la société, de l'entrepreneuriat actuel. Ensuite, on va partir sur l'engagement communautaire, comment tu arrives à te créer une communauté et tes perspectives personnelles. Et ensuite, ta vision, pour finir, de tout ce qui est intelligence artificielle, comment tu vois les tendances, comment tu vois dans quels aspects ça peut se développer. Donc voilà, du coup, quel a été le déclic de ton aventure dans l'entrepreneuriat ? Je crois que tu as commencé à 15 ans, voire même un peu plus jeune, à hacker des petits services. Tu t'es lancé un peu là-dedans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça et comment ça t'a lancé dans l'idée d'entreprendre ? Ouais, alors moi j'aime dire que j'ai eu de la chance, tu vois. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé ma voie tout de suite. J'ai su tout de suite ce qui était fait pour moi et ce qui ne l'était pas. Et je pense que c'est vraiment un mot de la société actuelle. C'est un vrai problème, c'est que trop peu de jeunes savent ce qu'ils ont envie de faire. Beaucoup se retrouvent à 20, 21, 22, 23 ans sans savoir ce qu'ils veulent faire. Et moi j'ai eu cette chance, c'est pour ça que je parle de chance, parce que c'est vraiment une très grande chance, c'est de savoir tout de suite où était ma voie et ce que je voulais faire. Au tout début, tu vois, c'était pas l'entrepreneuriat qui m'a passionné, c'était l'informatique. Sauf que je ne le savais pas encore à cette époque, j'avais un petit peu cette fibre entrepreneuriale. J'avais envie de créer des choses qui soient utilisées par un maximum de monde dans l'univers du digital, du web. Et ce que je ne savais pas à cette époque, c'est que ça allait être un secteur extrêmement porteur. Tu le vois aujourd'hui, on est en 2024, 5 des mecs les plus riches du monde sont des codeurs, sont des mecs qui ont commencé là-dedans. Je n'en fais pas partie, donc je n'ai pas leur talent, clairement. Par contre, je me suis lancé sur un segment qui était ma passion dès le début, qui allait être extrêmement porteur et en plus de ça, qui était très propice à entreprendre. Mais j'ai pas commencé par l'entrepreneuriat pur et dur. Tu vois. Moi, j'ai commencé vraiment par l'informatique qui m'a passionné. J'ai appris à coder très jeune. J'ai commencé au début mon tout premier projet entrepreneurial. Tu vois, j'aime bien le raconter parce que voilà, j'avais vraiment 15 ans à l'époque. C'était un logiciel de chat. C'était un logiciel de chat qui se connectait sur le réseau IRC de Wanadoo. Parce qu'à l'époque, tu vois, il n'y avait pas encore tout ce qu'on a aujourd'hui pour discuter. Il n'y avait pas Snap, on ne discutait pas sur la messagerie Insta, etc. On discutait sur IRC principalement, donc c'était dans les années 2000, hein, c'est vraiment pas récent. Ouais. Et ce logiciel, moi j'avais créé un logiciel qui se connectait sur le chat qui était présent sur le site de Wanadoo, donc qui est Orange aujourd'hui. Et par un concours de circonstances, en fait, c'est devenu en France le logiciel de chat le plus utilisé, même en francophone. Alors, c'était un projet entrepreneurial sans lettres parce que ça ne me rapportait rien. Tu vois, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai gagné de l'argent. Par contre, j'exprimais, tu vois, à ce moment-là, pleinement ce que j'appelle ma voix. C'est-à-dire que d'un côté,
je codais l'outil, j'adorais ça, c'était vraiment, ça me passionnait. Et d'un autre côté, l'outil que j'étais en train de coder était utilisé par un maximum de monde. Ça veut dire que ça me permettait finalement un petit peu comme, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais un artiste, tu vois, Ouais, qui va peindre une toile. Et finalement, quand tu peins une toile, tu la peins pas pour toi, tu la peins pour que les autres puissent la voir. Et ben, je pense que le parallèle est un peu là, tu vois, dans le sens où je codais un outil et je voulais que cet outil soit utilisé par un maximum de monde. Et ça a été vraiment ma toute première expérience, en tous les cas ma première communauté, mon premier outil utilisé par le grand public. Il n'y avait pas de modèle économique, mais c'était pas grave, tu vois. Ouais. Et rapidement, ce qui s'en est suivi à l'époque, c'est que je me suis fait repérer par Wanadu. Donc j'étais très jeune et que je me suis mis le soir, après les cours, à travailler entre guillemets pour eux parce que je n'étais pas payé. Une fois de plus. J'avais eu quelques petites rétributions, tu vois, mais pas grand-chose. J'avais 16 ans à l'époque, tu vois, c'était pas possible. Et je les aidais à sécuriser leur réseau de chat. Parce que finalement, en développant un outil de chat qui se connectait à leur réseau, j'en voyais aussi finalement les limites. Et on était à une époque où le spam sur Internet était très répandu, où les réseaux se faisaient saturer de bots. Et donc, je leur filais un coup de main le soir pour sécuriser le système anti-spam. Donc, de leur réseau de chat. Et ce qui m'a fait après entrer dans ce que tu disais un petit peu, dans l'univers du hacking. Parce que qui dit sécurité informatique, dit aussi faille informatique. Et donc, on a tendance, surtout quand on est jeune, tu vois, quand on est jeune, on aime bien s'amuser. Et le côté, on va dire, dans le monde du hacking, il y a ce qu'on appelle les white hats et les black hats, donc les chapeaux blancs et les chapeaux noirs, en français, littéralement, même si c'est pas très beau dit comme ça. C'est moins stylé. C'est moins stylé, Et ça m'a automatiquement, tu vois, amené à aller gratter un petit peu du côté obscur de la force. Ok, je vois. Et du coup, après, tu as monté FireRank. Est-ce que c'est venu après ça ou... C'est arrivé beaucoup plus tard, C'est arrivé beaucoup plus tard parce que... Ça a été quand même une sorte de projet un peu qui a bien pris. Tu as créé une grosse communauté autour de ça sur Facebook. C'est ça, tout à fait. En gros, ce qui s'est passé, après mes années hacking, j'ai commencé à entreprendre un petit peu plus, on va dire, solidement. C'était plus... parce que le hacking, finalement, c'était du hacking, moi, tu vois, pour faire de l'argent. C'était pas juste hacker. Je cherchais pas à casser des choses en développant des virus. Non, si je développais des virus, c'était pour essayer de gagner de l'argent. Sans voler des gens, tu vois, c'était pas du cracking ou d'aller voler des cartes bancaires, tout ça. Mais l'objectif était derrière de gagner des gens en faisant des clics automatiques sur des pubs, par exemple, ou tout un tas d'autres. Un peu de gros hacking, c'est ça? Ouais, c'était un mix entre gros hacking plus pur, tout ça. Et après cette expérience-là, là, je me suis plongé plus vers l'entrepreneuriat, on va dire, plus traditionnel. J'ai lancé mon agence, c'était en 2010 à peu près. Et le monde de l'agence, c'était pas un monde qui me passionnait, parce que on va dire c'est vraiment du business classique. Tu as des marges réduites, tu as des clients, il y a beaucoup de concurrence. C'est vraiment on va dire le business purement classique. Et ce qui en a suivi, c'est que parallèlement à ça, j'avais développé déjà des réseaux de sites web qui drainaient beaucoup d'audience. J'avais des sites comme lecoindubuzz.fr, thevibe.fr, c'était des sites d'infodivertissement. Et ces sites, vers 2013-2014, ils drivaient quasiment 1,6 million, 1,7 million, je ne sais plus exactement, de visiteurs jour. Donc en fait, j'avais une capacité déjà à cette époque-là à drainer beaucoup d'audience. Et en m'appuyant sur cette audience, je me suis posé une question parce que là, c'était l'ego de l'entrepreneur qui parlait. Quand tu entreprends, ce qui te motive très souvent, c'est le projet. C'est pas forcément la finalité. C'est pas forcément de te dire je vais gagner beaucoup d'argent avec ça. C'est tu as envie d'écrire une belle histoire. Tu as envie d'écrire quelque chose, comme tu dis, de stylé. Tu as envie de construire quelque chose de cool. Et avoir des réseaux qui faisaient beaucoup de visiteurs, l'histoire n'était pas incroyable, en tous les cas pour moi à l'époque, parce que c'était des sites d'infodivertissement, ce qu'on appelle aujourd'hui du clickbaiting. Et je trouvais qu'en termes de valeur ajoutée, c'était pas incroyable. J'aimais pas l'histoire que ça racontait. Moi, ce que j'avais envie de construire, c'était une start-up dans l'intelligence artificielle. J'avais envie de faire quelque chose, tu vois, qui puisse avoir un impact et changer le monde, quoi. J'étais jeune et idiot. Non, j'étais pas ambitieux, j'étais jeune et idiot, je crois, avec le recul, tu vois. C'était à l'époque, on disait make the world a better place, quoi. C'était
comme dans la série Si. Silicon Valley, Ouais, quoi. ouais. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah tiens, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de me servir de ma capacité à créer beaucoup d'audience pour emmener cette audience sur mon site web, à interagir avec mon site web et à en collecter de la donnée. Ok. L'idée, c'était donc de créer une start-up qui présente des classements, par exemple la plus belle des Miss France, la meilleure bouteille de vin ou la meilleure paire de skis. Ouais. Ok. Et les gens allaient venir sur ces classements et allaient pouvoir interagir avec eux, c'est-à-dire voter pour chaque élément dans la liste. Ok, non, cette Miss France, elle n'est pas belle, cette Miss France, elle est belle. Et grâce à l'intelligence artificielle et au volume de données collectées des votes des utilisateurs, ça allait permettre de faire de la prédiction de données. Voilà. Ok. Et donc c'était vraiment l'idée originelle de FireRank. C'était vraiment de faire de la prédiction de données grâce aux données massives qu'on allait collecter. Et c'est ce qui a fait que dès qu'on a lancé FireRank, tout de suite, le site il faisait, je ne sais plus, 200 000 ou 300 000 visiteurs uniques, enfin très vite, au bout de quelques semaines. Pas parce que l'idée était incroyable, mais simplement parce que j'avais déjà des bases d'audience, parce que je savais déjà comment drainer un trafic d'un point A à un point B, et ce qui a permis en fait très vite de lancer cette startup en ayant des résultats qui étaient tout de suite significatifs. Ok. Et donc ça, c'était début 2010, c'est ça Non, là on était déjà en 2014. Là, Ah ouais, là on ça a était bien déjà en avancé. 2014. Ok. Mes premiers sites où je créais beaucoup d'audience, là on était en 2010, Ouais, en parallèle de ok. l'agence. C'est vraiment en 2014 où je me suis dit, Ouais, là, je passe à une ouais, autre étape. c'est ça, j'arrive à, comment dire, j'arrive à vraiment faire Mm. des volumes d'audience importants. Faut que j'arrive à transformer ça en quelque chose de plus qualitatif. Mm. C'est bien de faire du clickbaiting. À l'époque, ça avait vraiment le vent en poupe. Tu pouvais, comment dire, c'était très porteur comme truc. Mais la valeur ajoutée n'était pas là, quoi. J'avais envie d'une histoire, j'avais envie de raconter une histoire, j'avais envie d'écrire une histoire qui soit plus intéressante et plus passionnante. Ok. Et du coup, ouais, en rebondissant sur cette notion un peu de transition, tu parles que tu as eu un petit changement de mindset, en fait, c'est ça, un petit peu dans tes projets. Comment ça t'a façonné, en fait, cette aventure-là, cette période-là, en tant que leader, ou comment tu as voulu passer cette étape, on va dire, en tant que leader, en fait? Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en gros, une histoire d'entrepreneur, c'est pas du tout quelque chose de linéaire. C'est vraiment des hauts, des bas, des médians où il se passe pas grand-chose. Et du coup, la manière dont toi t'es façonné, c'est quelque chose qui se fait avec le temps et qui évolue tout le temps et qui change beaucoup. C'est-à-dire que ma personnalité à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, elle est passée par 15 endroits différents et t'évolues beaucoup. Donc, il y a eu mon projet FireRank, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et comment dire, mon état d'esprit, il a évolué, mais il était à un état à cet instant qui n'est plus du tout le même aujourd'hui et qui a fait évoluer mes positions, ma vision du leadership. Quand j'étais à l'époque de FireRank, je me concentrais, ce que je voulais vraiment, tu vois, c'était avoir une entreprise qui brille. Je voulais quelque chose, c'était quelque chose qui était assez drivé par l'ego finalement. Je pense que j'avais quelque chose à prouver à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et quand à l'époque, peut-être avec le recul, que je voyais les collaborateurs comme, je peux pas dire des pions parce que c'est pas vrai, parce qu'on avait quand même une équipe qui était vraiment très soudée, où on partageait beaucoup de choses. Pour autant, il y avait beaucoup de bas salaires dans mon entreprise, quelque chose que j'ai changé radicalement après cette expérience-là, où aujourd'hui, j'ai personne de pas bien payé dans mon entreprise globalement. Tout le monde est très bien payé aujourd'hui. On est un petit peu moins nombreux et on se concentre plus sur la valeur ajoutée de chacun, sur les compétences fortes de chacun, plus que se dire on va prendre beaucoup de monde et on va les payer un petit peu moins bien. Mais là j'ai l'impression pareil de te dire, voilà, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. En réalité, il y a eu 35 entre deux et la vision d'un entrepreneur évolue tout le temps et c'est quelque chose d'absolument pas figé dans le marbre. Okay. Et même s'il y a beaucoup de choses qui du coup ont changé, est-ce que tu as une petite routine ou un truc que tu aimes faire depuis voilà, que tu es jeune et que peut-être tu as gardé actuellement dans la vie de tous les jours pour je sais pas, te motiver, un truc que tu aimes bien faire tous les jours dans ton quotidien? Coder. Coder?
Ouais, Ok. je pensais vraiment que c'est quelque chose, le fait de coder, qui allait partir avec le temps parce que ben, quand tu as des responsabilités d'entrepreneur, que tu prends un peu en charge mentale, qu'il se passe pas mal de choses dans ta vie, qu'en plus il y a les enfants qui arrivent, etc., Ah ouais. c'est quelque chose qui a tendance à forcément être mis de côté. Par contre, moi, ma vraie passion, c'est incroyable, elle est invariante et vraiment depuis très jeune, ça n'a pas bougé. Dès que je vois une idée, j'ai envie de l'exécuter. Ok. Et je continue aujourd'hui encore et encore à avoir plein d'idées et à essayer de les exécuter, c'est-à-dire à créer moi-même mes propres POC, mes propres preuves de concept, en développant les outils qui vont avec. Et donc là, aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, j'en fais plein, mais même avant l'IA, euh, presque tous les 2 mois, je bosse sur un nouveau POC. Donc ça ne me prend pas tout mon temps parce que j'ai une entreprise à gérer, j'ai beaucoup de choses à faire. Par contre, je sais que je passe quand même pas mal de temps à coder, presque plus par hobby que par vraie volonté d'entreprendre quelque chose dessus. C'est plus de l'exploration. Je pense que j'ai Ok. besoin de ça. J'ai besoin de continuellement explorer ce qui est possible de faire sur le web pour voir si un jour, peut-être, je mettrai le doigt sur quelque chose. J'essaye en fait avec ces POC d'identifier un sujet sur lequel il y aurait une traction qui est tellement forte, tellement importante, que ça vaudrait le coup d'entreprendre Ok. dessus et pourquoi pas d'avoir une deuxième équipe dédiée à ce sujet et de faire quelque chose. Et vraiment, ouais, la routine est ce qui fait que je pense, je reste encore dans le coup aujourd'hui, Mm. c'est cette volonté de constamment créer de nouveaux POC, créer de nouvelles choses au gré des opportunités, au gré de l'avancement de la technologie. Parce que forcément, bah, aujourd'hui, en 2024, les idées de POC, elles gravitent beaucoup autour des LLM et de l'IA, Mm. alors qu'il y a 5 ans, c'était très différent. C'était plus autour de comment exploiter Facebook Ads à son maximum. Tu vois. Ouais, ouais. Donc, les choses évoluent. Par contre, ouais, ma routine depuis toujours, c'est ça, c'est de continuer un petit peu à coder et à conserver ça. Je pense que c'est important pour rester jeune. Bah, c'est intéressant parce que du coup, ça permet un peu de transiter sur la deuxième partie où on va parler un peu plus de comment tu mènes tes équipes, comment tu les entraînes dans cette dynamique, comment tu les tires vers le haut en fait. Et ce que tu me dis, ça me fait penser à bah, qu'en fait, tu innoves souvent, tu es souvent sur des sujets d'innovation. Comment tu entraînes tes équipes à souvent innover, à repousser les limites, chercher le derrière des choses en fait. Alors la première chose, c'est que déjà, je pense que je suis assez au fait de tout ce qui se passe. Étant donné que je suis complètement passionné par ça, quand on doit mettre de l'intelligence artificielle dans la production visuelle, par exemple sur ma marque de bijoux, Ouais. je sais qu'on doit le faire. Et je sais même comment on doit le faire parce que je l'ai pré-testé, j'ai essayé les différents outils et globalement, je suis capable de donner les bonnes pistes à suivre Ok. à mes équipes. Donc la première chose, c'est ça, c'est vraiment d'avoir une veille générale sur tout ce qui se fait pour être capable d'insuffler les différentes pistes à suivre. La deuxième chose, c'est de faire travailler mes équipes sur les POC que je développe. C'est-à-dire que quand je travaille sur un sujet, cette année on a bossé sur plein de sujets autour de l'IA, eh ben, c'est de les impliquer dedans. C'est qu'ils viennent m'aider à développer ces outils-là. Évidemment, je ne vais pas leur prendre 4 jours sur 5 de leur temps de travail Ouais. parce que sinon l'entreprise principale, elle ne tourne plus, ça serait compliqué. Par contre, je ne vais pas hésiter à prendre sur, je sais pas, sur un mois de travail, ça peut aller jusqu'à une semaine qui va être dédiée à travailler avec moi sur ces sujets. Et ça permet finalement, comment dire, de mettre un petit peu de piquant Ouais. dans le métier, qu'il ne soit pas redondant, que ce ne soit pas la même chose, Ouais. et qu'on soit toujours en train de travailler sur des nouvelles choses. Et après, au sein même du coup de leur métier, on va dire, de leur cœur de compétences, c'est vraiment de leur injecter, bah, en ce moment c'est de l'IA, demain ça sera autre chose, pour faire évoluer le métier et qu'ils se sentent valorisés par ça. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, typiquement, je prenais l'exemple du photographe, je pense que c'est un très bon exemple. Le métier de photographe, en tous les cas photographe produit, c'est un métier qui est en train de muter complètement. Parce que l'intelligence artificielle générative, pour le coup, Ouais. apporte une valeur ajoutée tellement importante dans la production audiovisuelle euh, qu'il est impossible de s'en passer. Et en bossant avec moi, bah, mon photographe, par exemple, je pense, je ne sais pas s'il écoutera cette vidéo, mais je ne pense pas qu'il me contredira là-dessus, euh, je vais le pousser à aller sur ces terrains-là. Et Mm. donc, du coup, il va acquérir des compétences que les autres photographes n'auront pas forcément. Et donc, du coup, d'un point de vue valorisation aussi personnelle, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il va être plus compétent ou nouvellement compétent par rapport, on va dire,
à un ensemble de photographes qui, eux, n'ont pas encore pris ce virage-là parce qu'ils ne savent pas par quelle boule prendre, etc. Donc, ça permet de valoriser les collaborateurs déjà dans leur métier, dans leurs compétences métiers, et ça les permet aussi de les intéresser sur les autres sujets sur lesquels je travaille. Et comme ça, tout le monde est content et on s'y retrouve et puis on s'amuse. Et comme ça, en fait, on prend du plaisir au sein de l'entreprise. C'est pas simplement, voilà, chacun fait. Tu vois, le photographe, c'est le bon exemple parce que dans beaucoup d'entreprises e-commerce, un photographe produit, il fait de la photo produit toute la journée pendant 3 ans. Ça peut être très rébarbatif. Donc, il faut réussir à y mettre un peu de fun. Sinon, c'est. Ouais. Mais c'est pour ça, j'allais te demander un peu si tu avais des tips pour garder tes équipes un peu motivées et chaque membre de ton équipe motivé. Je pense que, du coup, comme tu l'as dit, les valoriser et puis toujours les entraîner avec toi sur de nouveaux sujets, ça participe à cette motivation-là. Est-ce que tu aurais des tips sur comment marier les progrès technologiques avec les valeurs humaines? Je pense que ça se marie par défaut. Ouais. En réalité, les progrès technologiques, comment dire, ne sont pas en conflit d'aucune manière avec les intérêts personnels, avec ce qu'on fait au sein d'une entreprise. Au contraire, moi je trouve que ça permet de... Alors pour certains, c'est difficile parce qu'en fait, les progrès technologiques impliquent du changement. Donc, et le changement, c'est pas toujours bien perçu par tout le monde. Par contre, je sais que chez nous, en interne, c'est très bien perçu et tout le monde aime beaucoup le changement. Donc, chez nous, tu vois, c'est très intuitif en fait. Ok. Et du coup, comment l'éducation, elle peut permettre de suivre ces progrès technologiques de la bonne façon? Est-ce que même elle a un poids dans l'évolution, dans le temps? Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui ont même des tablettes à 3 ans dans les mains. Il y a beaucoup de débats autour de ça. Et maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui utilisent l'intelligence artificielle comme ChatGPT. Est-ce que tu penses que éduquer les gens dès le plus jeune âge sur ça, ça peut être... Je pense que c'est fondamental. La technologie peut apporter énormément à l'éducation. Tu le vois par exemple, tu prends l'exemple de ChatGPT, c'est un très bon exemple. J'ai un ami, l'autre fois il me montrait son exemple, j'adorais son exemple, il était au ski, il apprenait à faire du ski à son fils de 3 ans. Et il a demandé à ChatGPT de lui faire un petit jeu pour jouer avec son fils. Et ChatGPT lui a dit il faut mettre les bâtons sur le front, comme ça, on va faire le tricératops, on va faire les dinosaures, etc. Et il lui a proposé un truc super éducatif. Donc la technologie, clairement, c'est même pas un sujet. On le voit dans les pays du nord de l'Europe où ils mettent des tablettes à tous les enfants. Ils reviennent un petit peu en arrière parce qu'en fait, ils sont peut-être allés trop loin justement dans l'utilisation des outils. Mais le fait que la technologie peut être un apport capital dans l'éducation, c'est pas une question parce que tout le monde, je pense que tout le monde est unanime pour dire que c'est le cas. Le problème de fond qu'on a avec l'éducation, c'est qu'on est en France, en tous les cas, complètement sclérosé sur le sujet. L'éducation n'avance pas, l'évolution de l'éducation n'avance pas. On apprend, avec les mêmes méthodes qu'on apprenait il y a une vingtaine ou une trentaine ou une quarantaine d'années. Alors certains profs font l'effort pour le coup d'essayer d'apporter un petit peu de changement, mais globalement, moi je vois ma fille, ce qu'elle fait en maternelle, on faisait la même chose, et ce que tu fais en primaire, elle fera aussi la même chose. Il y a des petites évolutions, mais très faibles. Et il ne s'agit pas de juste prendre une tablette et de la mettre dans une salle de classe pour dire on fait de la technologie. Non, il peut y avoir vraiment de véritables outils pédagogiques et éducatifs qui peuvent être mis en place pour permettre de pousser l'éducation. Mais ça demande beaucoup de travail de fond sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça demande, je pense, presque à l'éducation de fonctionner en mode start-up, c'est-à-dire de faire beaucoup d'A/B tests pour voir ce qui prend, ce qui ne prend pas. Malheureusement, on est dans un pays où c'est très compliqué de faire bouger les choses et le moindre changement est souvent confronté à un mur. Donc les petits tests itératifs pour tester tout un tas de solutions. C'est compliqué. Du coup, maintenant, j'aimerais parler dans cette troisième partie plus de ton engagement vers ta communauté et aussi tes perspectives personnelles pour l'avenir. Comment tu as réussi en fait à créer ta communauté? Il y a pas mal de gens qui suivent ce que tu fais, que ce soit sur les réseaux ou même qui viennent à tes conférences quand t'en fais. Quelles valeurs tu partages? Comment tu communiques? Qu'est-ce que tu mets en avant vis-à-vis de toi pour créer ta communauté de façon authentique sur plusieurs...
Pour Plusieurs créer une domaines. communauté, alors il y a plusieurs sujets. Quand tu veux déjà créer une communauté, il faut avoir un sujet. Moi, tu vois, l'année dernière, j'ai entrepris à parler d'intelligence artificielle parce que je pense que c'est un sujet porteur, c'est un Ouais. sujet qui me passionne. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, tiens, je vais créer un petit peu ma petite communauté autour d'un sujet qui parle et qui va intéresser les gens parce que je pense avoir beaucoup de choses à dire. Donc, si tu fais ça et que tu l'appliques au bon levier d'acquisition, en l'occurrence, en ce moment, les leviers les plus viraux qui sont en organique TikTok, tu peux facilement te développer. Tu peux Ok. facilement créer une audience, créer une première communauté. À l'époque de FireRank, on avait quoi? On avait 12 millions d'abonnés. C'était très différent. On se reposait sur un système, c'est-à-dire qu'on avait des capacités à driver beaucoup, 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 beaucoup d'audience. Et en fait, cette audience, ces volumes d'audience finissaient par se convertir en abonnés. C'est-à-dire qu'en fait, on emmenait tellement de monde sur notre site tous les jours, Hmm. ça pendant des années, que à un moment donné, en mettant les bonnes mécaniques pour te faire t'abonner, tu arrives à un nombre d'abonnés conséquent. Tu vois, c'était Ok. deux approches en Ouais, fait de la ouais, ouais. construction de communauté qui étaient très différentes. Ok. Et aujourd'hui, mon approche est plus personnelle. Je cherche pas forcément à la développer plus que ça parce que ça demande beaucoup de temps. En fait, la production de contenu demande beaucoup de temps. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une bonne maîtrise des réseaux, Hmm. savoir ce qui est viral de manière organique, parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas stagner. Il faut pas hésiter malheureusement à être un peu putaclic, hein. Ça n'existe pas. Créer une communauté, développer une communauté, si tu n'es pas un petit peu putaclic, si tu n'es pas capable de prendre un sujet et de l'orienter de telle manière qu'il intéresse tout le monde, ça va être compliqué. Ouais. Je te donne un exemple. Quand j'ai lancé mon TikTok, j'avais fait quelques petites vidéos. J'étais monté assez vite à 30 000 abonnés. Et ce que je faisais, j'ai une vidéo, elle faisait toutes plusieurs centaines de milliers de vues, alors que j'avais rien au début comme abonné. Ouais. Il y en a une qui est montée à 1 million. Quand j'ai parlé de l'outil d'intelligence artificielle qui est capable de cloner une voix. Si j'avais fait une vidéo et que j'avais raconté, voilà la nouvelle IA qui permet de cloner ta voix en moins de 30 secondes, tu vas voir, c'est incroyable. Personne n'aurait regardé cette vidéo, ça intéresse personne. Par contre, si tu arrives à avoir un angle percutant, là ce que j'avais fait, j'avais cloné la voix de Macron et je lui avais fait dire un truc qui était affreux. Ouais. Et du coup, quand j'ai commencé ma vidéo par ça, forcément, tout le monde, ça a interpellé tout le monde. Ça a capté l'attention. Ouais. Et une fois que Macron a fini de parler, vous l'avez compris, c'est un fake. Je vous explique pourquoi c'est un fake et comment je l'ai fait. Et donc là, tout de suite, ça intéresse tout le monde et les gens écoutent et consomment le contenu. Donc, il faut comprendre comment fonctionnent les réseaux. Il ne faut pas hésiter à un peu putacliciser les choses dans le bon sens du terme, hein. Il ne s'agit pas de faire un gros putaclic qui n'a rien à voir avec ce que tu vas dire. Non, il faut juste trouver un angle et puis il faut avoir un sujet pertinent et percutant et surtout passionnant. Et si tu arrives, je pense, à coupler tout ça, n'importe qui aujourd'hui peut prendre la parole sur les réseaux, n'importe qui peut raconter ce qu'il a raconté et ça se passe super bien, ça permet à tout le monde de développer. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de développer une communauté. C'est paradoxal parce qu'il y a de plus en plus de monde. Pour autant, on n'a jamais eu, même si progressivement la portée organique de TikTok a tendance à réduire, euh, c'est quand même assez facile de percer si tu as des choses passionnantes et que tu comprends les codes des réseaux. Ok. Et du coup, c'est super intéressant ce que tu dis. Et au-delà de toute cette expertise que tu peux montrer et du coup entraîner ta communauté là-dedans, tu as d'autres hobbies, je sais pas, qui te passionnent en dehors de tout ça en fait. Je sors un peu de tout le contexte, mais du coup, quel hobby te passionne et en quoi ça a un rôle en fait dans ta vie pro de tous les jours? Est-ce que tu fais du sport à côté pour te vider la tête? Est-ce que tu as besoin vraiment de ça? Parce que tu fais beaucoup de choses. Est-ce que du coup ça te permet de continuer à être engagé et de... Alors, ma vie est assez compliquée en Ok, ce moment, en tous les cas, d'un point de vue temps. Donc, les hobbies, c'est un petit peu parallèle, ok, dans le sens où j'ai une petite, euh, j'ai la boîte qui tourne, j'ai une deuxième entreprise à côté, on ouvre une boutique en centre-ville, on vient d'acheter une maison là, qui n'était pas finie, donc qu'on doit finir de construire. Donc, ouais, j'ai plein de sujets en ce moment. Pour autant, oui, je fais pas mal de sport. Enfin, pas mal. J'essaye d'en faire 3 fois par semaine. ouais, Je me ouais. suis fait ma salle à la maison et tout. Tu Ah vois, ok, donc, ok, mais ouais. vraiment un truc sérieux. Hein. C'est pas la petite salle avec Ouais, deux ouais. petites haltères. Non, Ah ouais, j'ai d'accord, ouais, j'ai fait d'accord. un truc très sérieux. Ok, ok. Euh, et globalement, ce qui fait que euh, j'ai plein de passions. Je m'intéresse à beaucoup de choses, Ouais, surtout apprendre. Ouais, tu vois, s'il ok, y a un truc que je devais mettre en avant, ouais, c'est apprendre. J'aime beaucoup. En ce moment, le sujet sur lequel je me passionne, c'est l'esprit critique.
Ok. tout ce qui gravite autour de la zététique et être capable, on va dire, de prendre un peu du recul sur soi. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Hygiène Mentale, que j'aime beaucoup justement, Ouais. sur le fait de euh, faire le tri dans son propre cerveau. On est dans un monde qui est tellement bullshité à tous les niveaux, entre toutes les croyances à droite à gauche, entre les fake made, entre les manipulations des Russes, entre le ci, enfin, il y en a, ça part dans tous les sens. Et je pense que faire le tri dans ses idées, c'est particulièrement important aujourd'hui. Et quand j'ai commencé un petit peu à réfléchir un peu plus en profondeur à ça, à être le plus rationnel et le plus objectif possible dans ma vie, parce que c'est une faculté qui est fondamentale quand on est entrepreneur, Ouais. c'est, je pense, une des qualités primordiales pour réussir, être capable de faire preuve de pragmatisme, être capable d'être objectif et très rationnel. Eh bien, je me suis rendu compte que ce pan de réflexion, en fait, c'est carrément une discipline à proprement parler. Et ça va beaucoup plus loin que simplement se dire est-ce que là je suis en train de me faire manipuler ou pas. Ok. Et Et voilà. ouais, ça c'est super intéressant. Mais du coup, est-ce que ça a influencé ta vision un peu, pas des choses, mais aussi enfin, du business Complètement. Ouais, Complètement. complètement. Complètement parce que tu te rends compte que pour réussir dans le business, il faut être rationnel. Et quand Ouais. finalement, c'est un petit peu un entrepreneur qui est plein de croyances, s'il réussit, c'est un châteux. Ouais, Ouais, non, mais oui, ouais. il faut dire les Appelons un termes. chat un Ouais. chat, c'est un château. Non, c'est Parce clair. que tu ne peux pas réussir en te reposant sur des croyances. Tu es obligé de te reposer sur des faits, sur des données. Tu vois, moi aujourd'hui, mon entreprise principale, elle s'appelle Anna Veladia, c'est une marque de bijoux. Mm. La cible, c'est les femmes entre 35 et 70 ans. Je ne suis pas du tout la cible de ma marque. Mais justement, c'est ce qui m'a permis de percer dans cet univers-là. Mm. Parce que plutôt que de me laisser guider par mes opinions et mes croyances dans le sujet, je me suis laissé guider par la data. J'ai tout de suite développé des outils qui permettaient de tester le succès potentiel d'un produit. Donc, on créait par exemple 100 prototypes de produits en design, on les envoyait dans mon outil et derrière, on collectait de la data et la data nous disait voilà les 2 ou 3 produits qui vont le plus percer. Ah oui. Parce que justement, euh, je partais du principe que je n'en sais rien. Je ne connais pas. Je ne suis pas la cible, donc je peux avoir mon point de vue, mais mon point de vue est une croyance. Et donc, il faut vraiment faire la différence entre croyance et connaissance. Et du coup, la réflexion sur l'esprit critique apporte des compétences qui sont clairement fondamentales dans l'entrepreneuriat. Super intéressant ce que tu dis. Et du coup, là, je vais attaquer sur la dernière partie, sur les tendances futures. Du coup, on parlait de vision. Ouais. Maintenant, j'aimerais avoir ta vision plus sur les tendances actuelles en termes d'intelligence artificielle ou, je sais pas, un business que tu vois, que tu vois émerger, qui peut être prometteur ou pas. Est-ce que tu en as un en particulier à citer Alors, déjà, dans l'intelligence artificielle, moi, j'essaie, d'un point de vue business, de la prendre par 3 axes. Le Ok. premier axe, j'appelle ça les vendeurs de pioches. Dès qu'il y a un nouveau sujet, te dire, bah, plutôt que d'aller essayer de chercher de l'or, tu vends des pioches, tu gagneras plus d'argent. Grosso modo, ça s'appelle vendre de la formation aujourd'hui. C'est tout simplement, tu prends du recul et comme ça, peu importe comment évolue le système, toi, tu fais juste évoluer tes formations et tous ceux qui s'intéressent au sujet, tu leur vends des formations. Ouais. Commencer à travailler sur ce sujet. Le deuxième sujet sur lequel j'ai travaillé, c'est d'intégrer directement l'intelligence artificielle dans mon propre business. Donc, tu vois, dans toutes les couches de mon entreprise, que ce soit le support client, la production visuelle, le développement informatique, la production de contenu, le marketing avec le référencement, etc., on a mis des couches d'intelligence artificielle à tous les niveaux. Donc, clairement, ça vient révolutionner ça. Ça vient clairement changer la donne. Ça a augmenté, tu vois, sur cette année, je pense, de 30% notre capacité productive, ce qui est quand même déjà énorme. Et ensuite, il y a le fait de lancer carrément des business dans lesquels l'intelligence artificielle est la pierre angulaire. C'est-à-dire que ça repose sur tout. Cette année, j'ai travaillé sur plusieurs sujets. Il y en avait un, par exemple, qui consistait à faire converger toute la donnée touristique pour les offices de tourisme, pour que tu puisses poser une question à un chatbot d'office de tourisme en lui disant, par exemple, tu es à Chamonix un week-end, bonjour, salut chatbot, je suis à Chamonix ce week-end, je suis avec mes enfants, il fait pas beau, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Et le chatbot, parce qu'il a fait converger l'intégralité de la donnée touristique en temps réel, il va être capable de te répondre, tu devrais peut-être aller à la patinoire parce que du coup c'est en intérieur et qu'en plus de ça, il y a un spectacle pour les enfants à 17h. Donc ça va permettre de les occuper. Et ça, c'est un sujet sur lequel l'IA est la pierre angulaire. Après, honnêtement, il y en a un paquet. La vraie problématique,
c'est que il n'y a pas non plus 30 000 sujets. Par contre, il y a des millions de développeurs qui se posent la question quoi faire et comment essayer de percer avec ça. C'est-à-dire que quel que soit le sujet que tu prennes, il y a beaucoup de monde qui essaye déjà de le traiter. Donc ça diminue très drastiquement tes chances d'y parvenir. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est pas possible d'y arriver. Tu peux soit prendre comment dire, un métier comme je viens de t'expliquer, le monde des offices de tourisme, qui pour le coup est un métier de niche. Donc du coup, il y aura très peu de concurrents, très peu de personnes qui feront comme toi. Le potentiel, il est moins important parce qu'en France, il y a 2500 offices de tourisme, donc ça limite vraiment le potentiel. Pour autant, si vous êtes 3 ou 4 à vous battre la part du gâteau, c'est déjà énorme, donc ça veut dire que tu as quand même de grandes chances d'y arriver. Et après, tu peux t'attaquer à un sujet très mainstream en essayant d'être un petit peu plus bourrin, on va dire, dans ton approche, ou du moins un peu plus différenciant que ce que font les autres. Essayer d'avoir un petit peu ta propre patte, ton propre univers, pour essayer d'apporter une valeur ajoutée. Et je pense que tu peux aussi faire des choses pertinentes là-dedans. Donc ça, c'est comment faire du business. Et ensuite, pour répondre à ce que tu me demandais sur comment est-ce que je vois le futur de tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué d'anticiper. Ouais. On peut anticiper assez facilement à 2 ou 3 ans comment les choses elles vont se passer. Concrètement, là, on est dans la révolution de l'IA générative. Donc, l'IA générative a été révélée au grand public grâce à l'arrivée de ChatGPT. Les entreprises comme OpenAI ou Mistral en France mettent à disposition ce qu'on appelle des API pour les développeurs. Et donc là, on va voir maintenant émerger tout un tas de startups qui s'emparent des LLM, ça a d'ailleurs bien commencé, hein, donc de l'IA par exemple derrière ChatGPT, de GPT, et on va voir toute une série d'outils qui vont arriver pour révolutionner différents pans de métiers. Par exemple, le journalisme, particulièrement les métiers de l'information. Hein, donc le journalisme, ce qui est un métier d'information, les avocats, qui ont besoin d'aller chercher de l'information, les offices de tourisme, pour le coup, parce que l'objectif d'un office de tourisme, c'est d'informer un touriste. Ouais. C'est une mission d'information. Donc pareil, ça va clairement révolutionner leur métier. Et donc, il va y avoir beaucoup de métiers à court terme qui vont être révolutionnés. Pour autant, c'est très compliqué de se projeter un peu plus loin parce qu'on ne sait pas vraiment où est-ce que ça va aller. GPT-5 devrait bientôt sortir, donc l'évolution du chat GPT actuel. OpenAI annoncerait des capacités de raisonnement beaucoup plus poussées que ce qu'il en est aujourd'hui, avec une capacité de GPT de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes que ce qu'il est capable aujourd'hui dans sa version 4. Est-ce que ça va vraiment être le cas ? Jusqu'où est-ce que ça peut être le cas ? C'est très très compliqué d'anticiper. Et là, on est juste en train de parler de cet été, de ce qui va apparaître cet été. Donc, ce qui va se produire dans les 5 à 10 ans, ça peut être incroyable, ça peut tout changer, mais peut-être qu'aussi ça peut se tasser et finalement aller un peu moins loin que tout ce qu'on avait anticipé. Donc, affaire à suivre. Ok. Et du coup, si même ça, c'est difficile à anticiper, pour toi, et on terminera cette discussion sur ça, quelles sont tes perspectives là d'avenir ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter même de meilleur pour ton futur ? Eh bien, vu que j'ouvre une boutique, c'est pas là où je vais gagner le plus d'argent, clairement. Ouais. Par contre, c'est une nouvelle aventure, c'est la première fois de ma vie où je sors vraiment du web, parce que moi, je me définis comme un geek. Hein. Là où je suis le plus à l'aise, moi, dans ma vie, faut pas m'emmerder, tu vois, je suis bien derrière mon ordinateur le matin à 10h, en train de coder mes petits trucs, et avec mon petit café, mon pain au chocolat. Là, je suis le plus heureux du monde, c'est là où je me sens bien. Ouais. Pour autant, j'ai besoin un petit peu de nouveaux challenges, j'ai besoin d'aller voir d'autres choses. Donc, je suis en train de lancer des business dans l'intelligence artificielle, mais j'ai pas besoin de chance, j'ai pas besoin qu'on me souhaite de chance pour ça, parce que ça peut très clairement se planter, mais globalement, je sais à peu près ce que je fais. Donc, si je me plante, j'apprends, j'avance, j'itère, je continue, c'est ma façon de fonctionner. Par contre, le physique, c'est autre chose. C'est un autre monde. Ouvrir une boutique, c'est autre chose. Je suis avec des problèmes d'électricien, de façade, d'autorisation qui ont mal été déposées, enfin, des trucs auxquels je ne suis pas du tout confronté d'habitude, qui pour beaucoup de gens, je pense, sont des problématiques très simples. Mais pour moi, ça l'est un petit peu moins. Ouais. Donc là, j'ai besoin d'un petit peu de chance pour que les choses se passent bien et qu'il y ait le moins de problèmes possible. Tu sors complètement là de ta zone de confort. Ouais. Et il faut. C'est ça, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est challengeant en plus, et je pense que c'est ça aussi qui te fait vibrer. Donc, tout à fait. Donc en tout cas, on va suivre tout ça. En tout cas, merci pour cet échange. On va passer ensuite aux 2 autres chroniques, notamment celle des questions-réponses par oui ou par non. Yes. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette discussion.
Et merci de l'avoir écouté. On passe tout de suite aux questions-réponses. Est-ce que tu as déjà eu une idée de génie sous la douche? Oui. Je sais pas si c'était des idées de génie, mais beaucoup d'idées. Est-ce que la machine à café, elle peut être considérée comme une cofondatrice de tes projets? Non. Non? Peut-on vraiment tout équilibrer dans la vie? Non. Peut-on créer une start-up juste avec ChatGPT? Non. Ton téléphone, c'est ton vrai partenaire d'affaires? Je sais pas. Il me prend trop de temps pour rien. T'aimes bien Yomi Denzel? Oui. L'IA, c'est primordial pour un business aujourd'hui? Oui. Tu pourrais survivre sans ton tel? Non. Le business en ligne, ça gagne? Clairement. Le dropshipping, t'as testé? Oui, bien sûr. Mais pas à faire. Et OnlyFans, t'as testé? Un ami à moi a testé. T'étais fort à l'école? Ça dépendait. Moyen. Ok. Tu mets des casquettes? J'en ai mis, mais plus maintenant. Tu relancerais FireRank? Non. Est-ce qu'on doit utiliser l'IA absolument? Pas absolument, non. Ok. Est-ce que t'as menti dans ces questions-réponses? Oui. Sur la machine à café. Ah ouais. Parce qu'en Ouais, fait, après coup, je me suis dit, si, j'en bois 6 par jour, Ouais, donc bah, évidemment. Évidemment. Ok, top. Juste là, pour finir, un petit sujet. Tu sais, je fais tourner la roue sur les 3 que je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. 5 à 10 minutes. Ouais, vas-y. Ok. Ça Et on marche. finit sur ça. Tarte. Voilà. Ok, je rappuie. De toute façon, je sais pas quoi et quoi. Voilà. Non, ça Ah, ça s'arrête tout seul. ouais. Ok. Et donc, c'est le mindset pour réussir. Ok. Je déteste le mot mindset déjà. Ah Comme ouais. ça, tu le sauras. Ouais, ok. Et du coup, Mais c'est une bonne. Ouais, c'est un bon sujet. un bon sujet. Mm. C'est un bon sujet. Tu peux nous parler du coup soit de ton mindset, soit celui que tu penses idéal pour réussir les choses à... C'est un vaste sujet. Ouais. Quel état d'esprit il faut avoir? Déjà, je pense, alors c'est de mon point de vue, hein, là vraiment pour le coup c'est mon point de vue que je vais donner, Ouais, totalement, il mais n'est pas t'as raison. forcément, je pense qu'il peut se débattre. Ouais. Je pense qu'on est entrepreneur et qu'on ne le devient pas. J'ai du mal à croire ça. Parce que tous les entrepreneurs que je connais qui ont vraiment réussi ou qui font de très belles choses, c'est des gens qui ont ça dans le sang. Et je pense avoir ça dans le sang. Et c'est une sensation qui est vraiment inexplicable. Et je vois pas comment elle... Alors peut-être qu'elle peut apparaître. Mais ce qui drive un entrepreneur, c'est une espèce de sensation interne qui fait que tu es obligé d'y aller. Quand il y a une idée, il y a un truc qui te vient, il y a un truc qui apparaît, tu n'as pas le choix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue à créer des choses tout le temps, même si j'en ai absolument pas besoin. Parce que c'est un truc qui est en toi. J'écoutais un podcast de Marc Simoncini qui disait justement que pour lui, un entrepreneur devait forcément avoir un combat. Ouais. Je pense que c'est vrai, mais que c'est vrai que pendant un temps, moi aujourd'hui, j'ai plus de combat. Ouais. J'ai plus de combat. Je suis très heureux. Je pense que je suis parfaitement à ma place. J'ai 37 ans. J'ai une fille, j'ai une femme, on a une très belle maison. L'entrepreneuriat m'a apporté beaucoup plus que tout ce que j'aurais pu espérer. Globalement, j'ai tout. Et pourtant, dès qu'il y a une nouvelle idée, dès qu'il y a un nouveau truc, j'ai le palpitant qui me prend et c'est parti. Et je suis obligé de le faire. Et c'est comme, je vais regarder pour la 50e fois The Social Network. C'est cliché. Ouais. Mais malgré ça, et même en regardant pour la 50e fois ce film, j'ai encore ce palpitant qui revient. J'ai cette sensation, ce truc qui est en moi, qui fait que je ne l'explique pas, mais je pense qu'on n'est pas, on est entrepreneur, on ne le devient pas. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour réussir aussi, il faut avoir, je pense, un vrai objectif. Il faut savoir ce qu'on veut. La question qu'on ne pense pas assez aux jeunes, on te demande, ton conseiller d'orientation, quand tu es au collège ou même au lycée, quel métier est-ce que tu veux faire? Et je ne pense pas que ça soit la bonne question. Je pense que la bonne question, c'est où est-ce que tu t'imagines à 30 ans? Où est-ce que tu aimerais te voir à 30 ans? Et cette question, elle permet de se projeter beaucoup plus loin parce qu'en réalité, il n'y a pas de tabou quand il s'agit de ta vie. Si tu veux de l'argent, si ton souhait c'est de te dire, tiens, moi à 30 ans, ce que je veux c'est être blindé et vivre sur une île,
bah vas-y, travaille à ça. Travaille à ça. Va pas te prendre un métier passion parce qu'on dit que vaut mieux faire un métier passion. Métier passion, moi, tu vois, j'ai été passionné de BMX pendant 15 ans. Si on me demandait de faire du BMX 8 heures par jour tous les jours pendant 40 ans, mais j'aurais plus du tout envie d'en faire du BMX. Ça me saoulerait. Donc, le métier passion, il faut un peu le mettre de côté, même s'il faut faire quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse. Sinon, c'est chiant de se lever tous les matins. Maintenant, il faut vraiment chercher là où tu veux être. Donc, beaucoup d'argent, au contraire, en faire le moins possible, pour le coup, si tu es un vrai passionné d'un sujet et toi, tu veux faire que ça parce que c'est ce truc-là qui te prend les tripes, et ben, fais ça, mais vraiment, essaye de déterminer là où est ta place. Et une fois que tu as ça, ça va te permettre d'aller dans la bonne direction. Et pour le coup, vouloir faire de l'argent, c'est un des objectifs qui colle avec la volonté d'être entrepreneur. Donc, si ton souhait, c'est ça, si c'est ton souhait le plus profond, encore une fois, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de mal à ça. Si ton souhait le plus profond, c'est pas d'avoir un impact incroyable sur l'écologie du monde ou d'aider les petits Africains au coin, c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et ben, je pense que si ton objectif final est raccord avec l'entrepreneuriat, alors déjà ton mindset, ton état d'esprit, il est bon parce qu'en fait, tu vas suivre ta vocation, tu vas suivre ton rêve et tu vas essayer d'aller là où tu dois aller. Et par la suite, tu peux faire évoluer ça. Okay. Moi, c'était pas l'argent au début qui me drivait. Ça l'a jamais même été complètement. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17-18 ans, on me demandait tu veux être où plus tard. Je disais moi je veux être à la retraite à 30 ans. Par la force des choses, si tu veux être à la retraite à 30 ans, ça veut dire que tu as gagné beaucoup d'argent. Ouais. Donc, mais c'était pas l'argent, c'était vraiment de dire ah ouais, moi je veux plus rien faire. J'ai appris un truc en cours de route, c'est que si tu as la capacité à être à la retraite à 30 ans, tu te mettras pas à la retraite parce que tu auras envie de faire plein d'autres choses. Ouais. Donc ça c'est voilà, ça tu l'as découvert au fur et à mesure. Voilà, ça tu peux pas le savoir, mais c'est pas grave. Il y avait un bon suivi. Faire de l'argent pour moi, ça a toujours été quand même quelque chose d'important parce que ça permet de voyager, ça permet de... là, on revient de 3 semaines à l'île Maurice où j'étais avec ma femme et ma fille, on part quand on veut, comme on veut, dans des super hôtels. Donc ça permet quand même de profiter de la vie, on va pas se mentir. Et puis après, moi je pense en tous les cas avoir beaucoup d'empathie pour les gens, pour même les animaux, tout ça. Aujourd'hui, on finance intégralement 2 orphelinats au Cameroun. Donc, j'ai aussi ce besoin d'avoir un impact. Okay, ouais. L'argent me permet d'avoir cet impact parce que tu ne peux pas financer comme ça 2 orphelinats. Il y a quand même un coût. Donc, ça permet aussi ça. Et on est entrepreneur. Et on est entrepreneur si les objectifs de ce qu'on veut vraiment collent avec l'entrepreneuriat. Voilà. Parce que si non, le seul truc que tu kiffes, c'est travailler le bois, tu es ébéniste, tu adores ça, tu peux être entrepreneur, ouais. Tu peux en faire un business, ce que tu veux. Ouais. Mais si vraiment ce qui te drive, c'est uniquement le travail du bois et de faire des choses magnifiques, tu es un peu artiste là-dedans, il n'y a pas d'histoire de mindset, tu vois, c'est un petit peu différent. Donc, okay. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté. Franchement, c'est très intéressant et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde qui vont écouter. Merci beaucoup. Et en tout cas, merci à beaucoup bientôt. d'être venu. Salut. Et avant de se quitter, n'oubliez pas que la vérité se cache sous les likes. On en reparle dans le prochain épisode.